Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant la mise en rotation de l'hélium, c'est-à-dire de l'hélium placé dans un récipient que l'on fait tourner sur lui-même. Alors, d'abord pour un liquide ordinaire, comme de l'eau par exemple, que l'on fait tourner à une vitesse angulaire oméga 0, donc un certain nombre de tours par seconde. On sait que quand on fait ça, l'eau est entraînée par les frottements par le récipient et se met à tourner avec lui. En régime permanent, c'est-à-dire à l'équilibre, à rotation constante, quand tout est bien équilibré, le fluide tourne à la même vitesse angulaire, le même nombre de tours par seconde que le récipient, ce qui permet d'ailleurs ainsi de minimiser les frottements, puisque tous les éléments du fluide tournent à la même vitesse. Donc tout le fluide tourne à la vitesse angulaire de oméga 0. La vitesse d'un élément du fluide est égale à R fois oméga 0, où R est la distance au centre. Donc si on a un flacon, comme ceci, de rayon grand R, la vitesse est donnée par deux droites, comme ceci, proportionnelle à la distance. Et la surface, dans ce cas-là, est donnée par les équations de l'hydrodynamique et prend une forme parabolique. Donc la forme de la surface est une parabole. Quelque chose que nous avons déjà tous pu voir lorsqu'on fait tourner de l'eau dans une casserole, par exemple. Si on trace un cercle à la surface du liquide, donc vu de haut, on a le liquide, on trace un cercle, ou un cercle ou toute autre courbe fermée, de surface S, à ce moment-là, on peut calculer une quantité que l'on note par la lettre grecque kappa, qui ressemble très fort à un K, qui est égale à l'intégrale curviligne de la vitesse fois la longueur. Donc c'est-à-dire qu'on parcourt la courbe et on multiplie la vitesse, plutôt la projection de vitesse sur cette courbe, fois la petite portion de distance. Donc on fait l'intégration de la vitesse tout autour de cette courbe. Les mathématiciens montrent que ceci est égal, c'est le théorème dit de Stokes, que l'on voit en mathématiques, ceci est égal à l'intégrale sur toute la surface de la courbe, d'une grandeur appelée rotationnelle de V, en mathématiques assez simple sur les vecteurs, intégrée sur toute la surface. Et ceci est égal à 2 oméga 0 fois la surface de la courbe. Ça, c'est ce qu'on appelle la vorticité. Ça montre aussi, bien sûr, que, puisqu'on peut prendre n'importe quelle courbe à la surface du fluide, ça montre que cette grandeur est une constante égale à 2 fois oméga 0. Mais, si on regarde bien les équations de l'hydrodynamique, on voit qu'il y a, en régime permanent, donc à l'équilibre, en rotation constante, il existe deux solutions. Il existe une autre solution où la vitesse a une forme un peu plus compliquée, égale à grand R carré oméga 0 sur petit r. Donc la vitesse, cette fois, a une forme comme ceci, et elle diverge au centre. Et le liquide, à ce moment-là, dans le milieu, prend une forme comme ceci, avec un trou au milieu. C'est une forme de tourbillon, un vortex. On peut facilement observer ce genre de phénomène avec un évier. Quand on retire la bonde, que l'eau s'écoule par le centre, on a rotation du fluide avec un trou au milieu. C'est tout à fait cette solution. Dans cette solution,
le rotationnel de la vitesse en tout point est égal à 0, sauf au centre. Et si on calcule la vorticité kappa, alors évidemment, puisque le rotationnel est 0 partout, tout cercle donne 0. Mais un cercle qui englobe le tourbillon va tenir compte de ce point où le rotationnel est non nul, et le résultat est 2 oméga 0 pi r carré. Il y a donc deux solutions. Quand on fait tourner un fluide, dans une casserole ou dans un récipient que l'on tourne, fait tourner, on observe toujours la première solution. On observe la deuxième que si on a une bonde que l'on retire. Pourquoi? Parce que, en fait, cette solution est plus énergétique. Il y a plus d'énergie dans le fluide en rotation. Et donc, à moins de la forcer à tourner en ouvrant une bonde, spontanément, le fluide prend la première forme qui est moins énergétique. La deuxième, fortement énergétique, est instable. Ça, c'est pour un fluide normal. Alors, qu'en est-il de l'hélium 2, donc de l'hélium superfluide? Landau, qui avait établi sa théorie, avait fait une prédiction. Puisque le fluide n'a pas de viscosité, du moins la composante superfluide, et à très basse température, sous 1 Kelvin, la composante normale, donc ρm, est très petite, il n'y a quasiment que du superfluide. À ce moment-là, il n'y a pas de friction, et la rotation ne saurait pas influencer l'hélium, il devrait rester plan. Mais le fait est qu'il s'est trompé. Ainsi, en 1950, Osborne a pratiqué cette expérience. Alors on peut se demander pourquoi il a fallu du temps, mais parce que c'était pas facile. Refroidir et conserver de l'hélium demande des installations assez lourdes et complexes, et pouvoir mettre l'hélium dans un système en rotation sans que l'hélium ne s'évapore, que la chaleur ne passe à travers le dispositif et ne fasse évaporer tout l'hélium, c'est pas facile. Mais Osborne l'a fait en 1950 et il a observé cette forme parabolique. Pourtant, on a vu la théorie, ses relations avec la superfluidité, et tout le reste est correct. La viscosité, les densités, l'effet Fontaine, tout s'explique, tout colle à la théorie. Sauf ça. Alors pourquoi? Où est le problème? Alors, ceux qui ont trouvé la solution, peu de temps après, en 1954, Onsager, suivi de Feynman en 1955, ils ont proposé qu'il devait y avoir des tourbillons. En fait, ils n'ont pas pondu comme ça, pas juste une idée en l'air. Ils ont utilisé les équations de la mécanique quantique. Ils ont décrit un fluide de bosons à l'aide d'une fonction d'onde commune. Dans le cas des bosons, quand ils sont dans leur état de base, c'est relativement facile, puisqu'ils sont tous dans le même état. Ils obéissent donc tous à la même fonction d'onde. Et donc, on a décrit l'équation pour une fonction d'onde. Et ils ont montré, dans ce moment-là, qu'il devait y avoir formation de tourbillons. Et de plus, que ces tourbillons, ces vortex, étaient des tourbillons quantiques, c'est-à-dire qu'ils sont quantifiés. Leur vorticité, la vorticité d'un tourbillon, kappa 0, est égale à H, la constante de Planck, divisé par M, la masse d'un atome d'hélium. Voilà un beau résultat. Encore, il fallait le voir si ça pouvait expliquer ce qui est observé. Parce qu'un tourbillon, c'est ça et pas ça.
déjà, ça explique un phénomène. Quand on met l'hélium en rotation, au début, avant d'être en régime permanent, on constate que, alors si on fait avec un fluide normal, de l'eau par exemple, qu'on fait tourner, l'eau qui est sur les bords du récipient est entraînée très vite, très rapidement par la paroi, et au centre plus lentement, et c'est progressif. Mais avec l'hélium, c'est pas ce qui était constaté. Ce qui était constaté, c'était que au début, quand on commence à faire tourner, le fluide prend une forme parabolique sur les bords, mais au centre reste plat. Donc il n'y avait pas une progression de la vitesse jusqu'au centre. Il y a vraiment une forme plate. Et la partie parabolique croît au cours du temps jusqu'à être complète. La partie plane se rétrécissant. Alors, si on imagine que la composante normale, donc qui ne disparaît qu'au zéro absolu, est mise en rotation par les parois du fluide et interagit avec le fluide à travers les excitations, c'est-à-dire à travers les phonons et les rotons, alors on peut imaginer qu'il y a formation de tourbillons et qu'au fur et à mesure que cela se propage, les tourbillons finissent par être dans tout le fluide et lui donner alors sa forme parabolique. Ça conduit aussi à l'idée parce que ça c'est un tout petit tourbillon. Cette H, la constante de Planck, est très petite, donc il s'agit d'un tout petit tourbillon. Et on peut donc imaginer que le fluide est rempli de petits tourbillons, très petits. Et que, en régime, une fois atteint le régime permanent, on a un nombre n nu de tourbillons qui sont répartis uniformément dans tout le fluide. Hall, en 1960, en utilisant des considérations énergétiques, comme je vous ai parlé ici avec le fluide normal, a montré que les tourbillons doivent tourner avec le fluide, donc on a tout plein de petits tourbillons dans le fluide, et les tourbillons tournent avec le fluide à la vitesse de rotation oméga 0. Et que dans ce cas-là, la densité, donc NV, le nombre de tourbillons par unité de surface, N nu, petit n nu, est égal à 2 oméga 0 sur kappa 0. Le quantum de vorticité. Cette densité, s'ils sont répartis uniformément, permet de savoir quelle est la taille de chaque tourbillon, puisqu'ils sont collés, ils sont tous dans le fluide, donc il y a une certaine distance entre chaque tourbillon. En calculant cette distance moyenne, on trouve que la distance moyenne entre tourbillons est de l'ordre de racine de kappa 0 sur 2 pi oméga 0. À ce moment-là, le calcul de la vorticité totale de tout le fluide, comme ici, simplement s'obtient par la densité de tourbillon fois la surface totale fois le quantum de vorticité. Et on trouve ainsi kappa est égal à n nu fois pi r carré fois kappa 0. Et en utilisant les valeurs trouvées, on trouve que ça donne 2 oméga 0 pi r carré. Et on voit que c'est la même valeur que le cas classique. Donc, ce nuage de petits tourbillons dans le fluide qui tourne se comporte comme un fluide classique. Et donc, tourne
de la même manière que la composante normale. La composante superfluide avec ses tourbillons est donc synchronisée avec la composante normale, minimisant ainsi les interactions avec phonons, rotons, etc., qui permet donc de minimiser l'état. Et on calcule même qu'avec le rayon ici, à la périphérie d'un tourbillon, la vitesse doit être identique à la composante, celle de la composante normale. Le profil des vitesses du superfluide est alors un V, mais avec des coupures, là où il y a les tourbillons, où la vitesse diverge dans des points très petits, uniformément répartis. Et le fluide prend alors une forme parabolique, mais avec, en ces points, des petits tourbillons, uniformément répartis. Alors pour donner une idée, il suffit d'utiliser les valeurs numériques avec cette petite formule. Si on prend oméga 0 égale 1 par seconde, c'est 1 radian par seconde, ça fait à peu près un tour en 6 secondes, c'est pas très rapide, rotation assez lente. On obtient une densité d'environ 2000 tourbillons par centimètre carré, c'est beaucoup. Avec une taille d'un tourbillon de l'ordre d'un dixième de millimètre. On comprend alors que ces tourbillons très fins, très nombreux, ne sont pas nécessairement faciles à observer. Il n'empêche qu'avec des techniques d'imagerie un peu plus sophistiquées, depuis un moment, on a pu observer directement ces tourbillons et le fait qu'ils se répartissent uniformément à la surface du fluide. Par exemple, si on regarde le fluide vu de haut, on voit la formation de cellules hexagonales, un peu comme un nid d'abeille, comme ceci. Etc. Et dans chacune de ces cellules, il y a un tourbillon avec une certaine rotation, toujours dans le même sens, la rotation du récipient bien sûr, etc. etc. Alors donc une belle prédiction de la théorie, avec vérification et un comportement tout à fait singulier d'un liquide superfluide, donc d'un liquide de boson dans son état fondamental. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons une application concrète des propriétés des superfluides et nous regarderons comment fonctionne ce qu'on appelle le réfrigérateur à dilution. Je vous remercie.